Il y a quelques années, j'étais en vacances à Kouméa, mon village natal. Une localité située à 450 km au nord de Lomé, la capitale du Togo. Cette région est essentiellement occupée par des Kabyles, un des peuples majoritaires du Togo. Ma maman me présente au cours d'une balade à un ancien ami de mon père qui me demande dans un français maladroit « Tu es quel ?» Je ne comprends pas très bien la question. J'hésite, puis j'y réponds en m'imaginant qu'il veut savoir mon niveau scolaire ou peut-être mon âge. Je suis à l'université en 2e année de lettres, lui dis-je. Mais le monsieur remit la tête et reprécise sa question. Je veux savoir si tu es Evalo, Esakpa ou Kondo. En réalité, le vieux voulait m'identifier par rapport à ma classe d'âge, puisque les 3 noms qu'il a cités représentent les principales étapes d'initiation du jeune dans notre milieu. Je n'ai pas de réponse à lui donner. Je n'ai jamais été initié. J'ai perdu mon père à 10 ans. C'est à lui que revenait la responsabilité première d'entreprendre le processus de mon initiation. J'ai aussi vite quitté le village pour des raisons d'études. Personne ne m'avait encore jamais interpellé auparavant par rapport à mon initiation. Depuis ce jour, l'interrogation de l'ami de mon père a ouvert en moi une réflexion que je ne peux plus refréner. Qui suis-je par rapport au mien? Où est-ce que je me place exactement par rapport à mes racines? Je remonte dans mes souvenirs, j'essaie de me rappeler l'identité que mon père voulait me transmettre. Je réalise subitement que malgré mon évolution universitaire et ce que je sais de ma tradition, des différents rites initiatiques de mon village, il me manque fondamentalement ma carte d'identité culturelle qui doit en principe m'intégrer à ma société. Je me rends compte que je ne dispose d'aucun témoin matériel qui me rappelle d'où je viens. En me plongeant dans mon passé, je me rappelle que de son vivant, mon père me racontait que dans l'histoire, les Kabyles étaient un peuple guerrier, qui ne vivait que dans ces montagnes pour affronter l'ennemi et faire face à la rudesse de la vie. Du haut de ces monts, le Kabyles percevait facilement l'ennemi et l'attaquait volontiers à l'aide des rochers, des flèches et des arcs. Leurs principales activités sont aujourd'hui les champs, qui meublent la vie sociale. Dans ces montagnes, les hommes défrichent et labourent, tandis que les femmes sèment. J'ai connu cette réalité dans ma communauté pendant une dizaine d'années où j'ai appris, en dehors de l'école, à aller au champ, à manger toutes sortes de nourriture et à boire l'eau du marigot dans la brousse. J'ai pris part à des coopératives agricoles où les jeunes s'organisent pour cultiver la terre en saison pluvieuse. J'ai aidé mes parents à faire des champs de maïs, de sorgho, d'arachide et bien d'autres cultures vivrières dont ce peuple se nourrit. Aux côtés des jeunes de mon âge, j'ai affronté la nature. J'ai marché pieds et torse nus
à la merci du soleil, transportant la cage à poussins pour le champ ou conduisant les moutons au pâturage. C'est cela le quotidien du Kabyè que j'ai connu étant tout petit. Le Kabyè a un mode de vie qui est axé fondamentalement sur le combat et la résistance. Du temps de nos grands-parents, aucun jeune, quel qu'il soit, ne pouvait naître et évoluer dans la société sans connaître un processus rigoureux d'intégration sociale. Aucun jeune ne pouvait se prévaloir d'être Kabyè sans avoir eu à grimper la montagne et à la redescendre en courant sans chuter. Être évalo et Sakpa ou Kondon constituent des impératifs initiatiques par lesquels les Kabyè classent les jeunes selon leur rang social et leur assignent des missions précises dans l'intérêt de la communauté. Ce peuple très croyant entretient surtout des liens étroits avec le monde des esprits qui, selon le Kabyè, joue un rôle prépondérant dans la vie de la société. Les esprits des ancêtres qui ont vécu auparavant et qui ont rejoint l'au-delà sont supposés retourner vers le Créateur. Donc, et ils vivent dans un monde invisible autour de nous, à côté de nous. Donc, ces esprits des ancêtres qui s'incarnent à travers des génies qu'on représente sous des aspects visibles tels que des arbres fétiches comme un grand baobab, un fromager, un rognier, ou bien un rocher, une montagne. Donc, c'est ce qu'on peut dire les divinités, donc les dieux qui sont avec nous et qui nous apportent fécondité, qui nous apportent l'entente, etc., etc. Donc, et c'est alors des génies protecteurs. C'est comme les chiens de l'être suprême Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, puisqu'on dit que Dieu est partout.
Mes parents me disaient que dans notre culture, l'homme ne peut exister sans avoir de racines avec les ancêtres, les fétiches et les dieux, qui sont les seuls détenteurs des us et coutumes de la communauté et qui constituent en même temps la principale source de protection de l'individu. Un bébé qui naît est avant tout un bien commun, un esprit venu de l'au-delà pour jouer un rôle dans le monde des vivants. Ainsi, son éducation transcende les seules dimensions de sa cellule familiale et intéresse toute la communauté qui doit lui apprendre les fondamentaux de la culture kabylie. L'initiation du jeune trouve son sens dans le désir du Kabylie d'entretenir des liens avec ce monde des esprits. À partir des pratiques sacrificielles et un long processus d'initiation de l'individu, le Kabylie invoque l'action protectrice des forces invisibles sur les vivants. Dans le cas spécifique du jeune homme que je suis, mon insertion dans la sphère sociale aurait dû obéir à des étapes qui correspondent à des strates dans ma communauté. Selon les normes établies dans ma société, j'aurais dû commencer les principales phases d'initiation à 18 ans. Ces phases devaient constituer en même temps les occasions où j'allais démontrer les vertus et valeurs qui régissent ma communauté. Mon père tenait à tout prix à mon initiation. Quand tu seras grand, j'attends que tu me prouves par ta bravoure et ta dextérité que tu es un fils digne de moi. Dans notre famille, personne n'a failli. Depuis nos grands-parents, nous avons toujours été les meilleurs au chant, comme dans les danses traditionnelles initiatiques. Je te tuerai un chien gras pour marquer ton entrée dans la classe des initiés, me disait souvent mon père à nos retours des champs pendant les week-ends. Il était un grand cultivateur. Il était aussi un des prêtres traditionnels les plus connus du milieu. Sa mort prématurée en 1985 m'a coupé de cet élan de base qui m'avait fait prendre. Son ami qui me demandait ma classe d'âge s'était référé à son histoire pour me convaincre que j'étais issu d'une famille noble qui constituait une référence dans le milieu. Ton père doit se remuer dans sa tombe
s'il sait que son fils à lui n'a pas connu d'initiation, m'avait-il dit. Après le décès de mon père, j'ai obtenu mon brevet d'études de premier cycle, un autre facteur qui m'a éloigné de mon village. À l'époque, Kouméa ne disposait pas de lycée. J'ai dû quitter le village pour Niamtougou, une ville voisine de Kara, où j'ai poursuivi mes études secondaires. Mon départ du village pour des raisons d'études m'a aussi sevré physiquement de ces réalités que vivent les miens. Mais j'ai gardé toujours au plus profond de moi le souvenir de cette identité qui fait la fierté du Kabien. Des sons des castagnettes, des flûtes traditionnelles, des chants de joie qui meublent les phases d'initiation. Je rumine par moments des images des danseurs, exhibant leurs bustes, leur corps peint de talc ou d'argile, qui se laissent aller au rythme de ces chants et musiques. Je revois souvent sur l'écran de ma mémoire ces vendeurs de viande de porc à l'air libre, ou les femmes qui profitent de ces occasions pour vendre des gâteaux traditionnels ou de la boisson locale, qui constitue un véritable stimulant pour les groupes de danseurs. Mes retours au village pendant les vacances coïncidaient parfois avec ces rites initiatiques que j'observe avec un œil étranger, un peu perdu. Je me trouve dans une situation ambiguë, un peu comme Samba Diallo dans l'aventure ambiguë de l'écrivain sénégalais tchèque Hamidou Kane. Mes nouvelles connaissances intellectuelles et le mode de vie que je connais désormais en ville me détachent finalement de mes racines. Les vieux m'ont fait comprendre que je ne pourrai plus jamais connaître aucune phase de l'initiation.
que je ne pourrai jamais faire les luttes Evala. La première étape au cours de laquelle les jeunes mangent la viande du chien, qui doit susciter en eux la rage de vaincre, le désir d'attaque, la ruse, la résistance, comme on le pense dans mon village. Le chien, c'est l'animal résistant par excellence, l'animal qui est donc le grand chasseur par excellence. C'est le chien qui chasse le gibier, les fauves même. C'est lui qui détraque les voleurs. C'est donc le gardien, la terreur des voleurs, donc le gardien de nuit, comme de jour. Alors, le chien est censé inculquer, transmettre à ces néophytes, ces Evala, ces vertus de force, de vigueur, de résistance, de terreur. Bon, alors la force du chien, il doit l'acquérir pour en exceller lors des luttes, lorsqu'il va affronter ses adversaires. C'est la période où tout homme, tout parent d'Evalo, ou bien tout parrain ou tout oncle se doit d'acheter au moins un chien à son jeune initié. Donc, à qui mieux, on doit acheter des chiens pour les Evala. Donc, et ce chien, j'avais dit, on dit qu'il attrape le chien, parce que le chien, on ne l'égorge pas comme une bête ordinairement. Les jeunes, là, on lui montre, voilà, c'est ton chien. Et ils se doivent d'attraper le chien. Ils doivent attraper, l'assommer ou bien lui tordre le cou pour montrer qu'ils l'ont ravi. Donc c'est la lutte aussi d'abord contre cet animal féroce. Bien, c'est pourquoi alors pendant tout ce temps d'exercice ou d'entraînement, on va alors les conduire tantôt au champ, etc., mais surtout à toutes les chasses traditionnelles. Bon, le pays Kabyè, il y a beaucoup de chasses par village, quartier, mais les grandes chasses traditionnelles, rituelles, il y en a 6 ou 7 au pays Kabyè. Donc, ce sont des chasses qui se déroulent dans des lieux très, très lointains, à 10, 15, voire 20 km. Et ces jeunes Evala, il y a un principe, c'est que dès qu'on les attrape pour les initier, désormais, ils coupent de leurs habitudes de jeunes adolescents ou de jeunes enfants. Et ils ne doivent rien manger en dehors de leur domicile paternel ou du domicile de leur oncle maternel. Donc on dit Evala et donc Hawaï. L'Evala ne mange pas à l'extérieur de chez lui. D'où lorsqu'ils vont au champ ou surtout à la chasse, alors que les autres hommes tiennent dans leur gibecière des provisions telles que des arachides, des ignames cuites et autres, pour manger, se restaurer, eux, ils restent toujours regroupés et seront alors à la merci du soleil, de la fatigue, de la faim, de la soif et surtout des épines des champs parce qu'ils vont pieds nus. Je ne pourrai jamais démontrer les valeurs cardinales de l'endurance, de la combativité, du courage ou du stoïcisme à travers ces luttes dans les arènes. J'aurais voulu faire l'expérience de ce rituel pour me sentir entièrement ancré dans l'âme du Kabyè de souche.
Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir raté quelque chose d'essentiel dans la formation de ma personnalité. J'imagine que les esprits de mon milieu m'auraient doté d'autres capacités et d'autres facultés si j'avais été initié. Si mon nom avait été évoqué auprès d'eux pour implorer leur bénédiction et leur protection. J'imagine aussi que j'aurais écouté la voix mystique des dieux, me communiquant la voie à suivre pour réussir dans la vie, si j'avais eu l'occasion de m'accroupir sous le grand fétiche du village. Je ne connais pas ma classe d'âge, mon évaro comme on le dit dans mon dialecte, mais je n'y peux rien. Je suis déjà majeur, marié avec un bébé. Rien de rituel ne peut être fait sur un homme de mon âge. Aucun fétiche ne m'a vu dans les milieux sacrés ou dans les arènes en train de m'affronter à mes adversaires. Je suis déjà dans la vie active, avec un métier passionnant qu'est le journalisme. Un métier qui me met chaque jour en contact avec les hommes et femmes d'autres cultures. Je vis au quotidien des réalités qui ne riment plus avec les valeurs de mon village. Mais j'ai surtout appris à travers l'école et mon métier à écrire, à faire des comptes rendus, des reportages, des commentaires. J'ai aussi appris à travers des résidences d'écriture à réaliser un film documentaire. Cet acquis est-il vain? Ces nouvelles connaissances de la vie ne constituent-elles pas davantage de flèches sur mon arc? Sans doute, je n'aurai plus besoin de stoïcisme pour gagner mon pain, ni de l'endurance pour séduire une femme. Mais suis-je pour autant inutile pour ma communauté? Comment pourrais-je posséder pour marquer mon appartenance à cette identité traditionnelle, tout en restant dans le modernisme qui, lui, m'ouvre les portes vers d'autres horizons? Je dois bien sûr chercher le bon équilibre, le moyen de servir les deux mondes au mieux de mes capacités.
J'ai peut-être besoin de me servir de ce que l'école m'a appris pour mieux comprendre les réalités que j'ai vécues dans mon village et les pérenniser. Cette année, mon cousin Maleba suivra la dernière phase de l'initiation, la phase de condamnat. Je reprends donc la route de mon village avec un autre état d'esprit. L'état d'esprit d'un explorateur qui s'est enrichi d'un savoir-faire nouveau qu'il vient mettre à la disposition de ses frères. C'est ça. Je reviens à Kouméa, cette terre des montagnes, pour trouver un substitut à mon initiation à travers celle de Maleba. Et ce retour dans ce milieu avec caméra et micro à la main est aussi une source de fierté pour les miens. Ce matériel constitue en quelque sorte ma roue et mon coupe-coupe, dont je me sers pour produire, un peu comme on le faisait au champ. Je ne produis pas du maïs ou du sorgho comme dans ces champs, mais je produis un film qui fait vivre et qui rend compte au monde entier de ce qu'est un Kabye, de son mode de vie, de sa culture, de son identité. Cette identité que Maleba, mon cousin, est en train de vivre ici. Il achève cette année le processus de son initiation avec la phase de Kondo. Il y a 5 ans, il s'était adonné à l'exercice des luttes traditionnelles. 3 années plus tard, il a subi l'initiation à Esakpa, une étape intermédiaire où le jeune commence à approcher la femme dans notre milieu. L'étape de Kondo qu'il subit cette année est décisive. Elle est réservée à tous les jeunes qui ont déjà connu les étapes précédentes de l'initiation. Elle signifie l'affirmation de l'identité du Kabye, prêt pour la guerre, pour la défense de la communauté et de l'intérêt commun. On leur met un anneau métallique au cou, un grand anneau métallique au cou, pour symboliser qu'ils sont désormais enchaînés
au service et à la protection, pour la protection de la cité. Donc, ils ont devant eux une lourde mission. Et d'où le Condor, il ne doit pas se distraire. Il marche, il regarde toujours bien loin. C'est comme s'il scrutait l'horizon. Il n'est pas distrait par quoi que ce soit. Parce que c'est comme s'il était en guerre. Et vous le voyez comme un guerrier ou un militaire qui se camoufle, qui est en train de flairer l'ennemi. Ces condonats, c'est alors les guerriers confirmés. C'est donc les éclaireurs. Lorsque dans le village, il y a par exemple un incendie, il y a un incendie, inondation ou autre, où une maison s'est écroulée. Quand il y a un cri quelque part, c'est eux les condamnés qui sautent les premiers, suivis par leurs filleuls, ceux qui vont les suivre désormais, pour aller sauver les gens. Je vis cette phase aux côtés de Maliba comme un témoin qui devra rendre compte au monde entier de ce qu'il a vu et vécu dans ces milieux reculés. Bon, et pas mes anana c'est tout pour nala. Aïe, parle c'est tout là. Abdul. Oh. Ya, meje lu. Sama yele mboko tela. Sama ko sama. Ciao. Ay, sem to baja ka ja bele ke do la. Ab de ma. Pele de ma c'est fini. Ah. Tu veux dire ma ton atio. Mate, boto pawe. Jango. Pesa du nyu. Pasa yote. Owa. Yatene pondina. Sono betapa. Alwa sese. Malma yalon sonse. Si ikukondo. Ha. Guju ngoga. Apalba, Paulaga. Ello no mutayo. Etale. Fais yo. No. Fais c'est. Et j'ai d'ailleurs. Moi fais c'est tout. Ah. Mais il veut te dire c'est. Solo pas et ça va se peler si tu comptes. Non. Et ça bientôt le il est un nan. Non, puis il est quoi là? Et là il nana et jana. Aïe. To sona be yo. Chef sang. Ah, vieux. Vieux. Mais tok. Tok. Ma fait c'est on a dit. Azinho. Yete lo. Ni sing sang ko. Ah, manwa solo di jauh jena hanyo. Ya sai tabna sonse. Ne bi bara sonse na. Wel witir ke ko. Kay no dana ma ha. Bip e to jamé. Wel. Ana te da ja kule. Yo como se kule sonse. Ke so ye jalo la. Wel pe. Kana se a to kulu mbu ko. Ka yi e to na se. Ai gente be, todo eso mío. No sabe. Apo jina. Global. Non, vous avez pas c'est que me ça c'est que
Tamayo. Katana. Tofunum yo. Ha, will we take you? Edward was there. You know that. Don't know. But no one about Bang. Yahweh. I may tell you. Des rituels de l'initiation qui diffèrent selon les contrées, mais qui, comme les eaux de ruissellement, se rejoignent sur les fondamentaux de cette culture commune. Au cours de cette période de l'initiation, les condonnats des contrées voisines se rendent visite dans leur accoutrement assez particulier. Avec des cornes et des sabots d'animaux abattus au cours des chasses ou issus de l'élevage de la famille, les condonnats s'illustrent comme la force vive sur laquelle le cabier repose son espoir. Torse nu et tête chargée de ce lourd décor, les initiés animent les arènes dans la joie et l'allégresse, tout en affirmant leur fierté d'exister et d'appartenir à quelque chose de vivant, de naturel. Durant toutes les phases de l'initiation, ils ont eu le temps de s'évaluer par rapport aux jeunes de leur classe d'âge. Ils disposent alors de références dont ils vont parler à leur progéniture. Maleba vit l'apothéose de cette fête initiatique un vendredi, avec la descente des initiés au grand marché, un lieu sacré où réside le génie protecteur. Alignés les uns derrière les autres, les initiés sont maintenus en haleine par des musiciens avertis qui donnent du son au tambour pour les inciter à s'éclater sans retenue. Cette danse est une démonstration de la prestance et de la fierté qui anime l'initié. Les femmes participent à l'entretien de cette ambiance féerique qui incite les initiés à donner le meilleur d'eux au cours de cet assaut final. C'est effectivement un assaut final. Car après cette étape, mon cousin n'a plus qu'à faire Nyonghomo. Une dernière étape de l'initiation qui l'introduit dans la cour des grands, de ceux qui ont désormais droit à la décision. Peu avant l'autre quinquennat, pour devenir donc des vrais Agolais, ils vont donc faire ce qu'on appelle en cahier Nyonghomo. Ils vont se raser, on va leur faire la cérémonie de rasage de tête. Symboliquement, c'est que on dit qu'ils avaient traîné depuis leur jeunesse l'insouciance, la jeunesse, l'inconscience, etc. Et maintenant qu'ils sont des hommes mûrs et ils vont désormais entrer dans le cercle des sages, il faut qu'ils se débarrassent de tout ce qu'il y a derrière eux de jeunesse. Il est désormais
le sage confirmé. C'est s'il a droit à la parole, il a aussi droit de décision. Si la grande famille se réunit, il a sa place là et il doit donner son point de vue pour telle ou telle décision à prendre. Et s'il n'avait pas exécuté ce rituel, il n'a pas droit vraiment aux décisions finales. Comme moi, beaucoup de jeunes de ma génération n'ont pas connu cette initiation. Le contact avec le modernisme a effrité le sens sacré de ce rituel initiatique. Selon les sages, c'est la perte de ces valeurs culturelles sacrées qui serait à l'origine des différents problèmes que la communauté kabylie rencontre aujourd'hui, comme la sécheresse et l'apparition de nouvelles maladies. Les génies seraient fâchés. La communion qui scellait jadis les liens entre les deux mondes n'existe plus. Mon chef de village est donc formel. Notre génération court des risques réels si elle ne recourt pas à la tradition pour comprendre le monde et bâtir l'avenir. Mais il est aussi connu que la tradition à elle seule ne donne pas toutes les armes de combat pour la vie. Le monde se globalise et les enjeux du développement sont tels que les traditions qui restent fermées sur elles finissent par périr. J'ai eu l'avantage de connaître la culture du blanc. Je crois faire le bon combat. Utiliser mes acquis intellectuels et les instruments du modernisme pour donner une vie éternelle à ma culture.